Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient en atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé.
Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Enki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des seconds et premiers siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse Terre du Jaguar Blanc, une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtoun, tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac Balan, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle, ils y préservèrent leur tradition, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leur porte. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sac Balan.
Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas, elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sacbalan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sacbalan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au rio Lacantún, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses, mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sacbalan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de Lacamtún. Mais Sacbalan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'1 siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sacbalan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégées par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 km de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque, présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet. L'eau douce et les terres cultivables faisèrent défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapotèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg.
Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert. Avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjet, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjet. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux.